Bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Je suis ravie de recevoir ce soir Nadia Lazzouni. Nadia Lazzouni, vous dites « Je suis française et je n'ai pas à m'intégrer ». Merci Nadia d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Merci, tout le plaisir est pour moi, Keïsa. Nadia, vous êtes de formation juriste, aujourd'hui journaliste, autrice, productrice. Parlez-moi de votre enfance. Alors, ça me demanderait énormément de temps si je devais raconter l'enfant que j'étais, mais je crois pouvoir dire que j'étais une enfant très curieuse et plutôt révoltée, déjà consciente de certaines injustices, consciente consciente de l'héritage, on va dire. Voilà, mes parents sont d'origine algérienne, sont nés en Algérie, ont immigré en fait en France dans les années 70. Je viens de Normandie, je suis née en Normandie, j'y ai grandi, et donc autant dire qu'on était en extrême minorité à l'école, et donc on m'a tout de suite renvoyé en fait au visage le fait que j'étais pas totalement française et que j'étais une éternelle en fait étrangère. Donc je pense que ma première expérience, c'est ce que je dis aussi, où j'ai vécu du racisme, j'avais 9 ans, donc j'étais en CM1, donc autant dire que c'était mon professeur d'histoire qui m'aimait beaucoup pourtant, hein, puisque j'étais plutôt bonne élève, et puis l'histoire était vraiment ma matière préférée, et il évoque donc la bataille de Poitiers, et il dit devant de jeunes enfants, hein, on n'est que des enfants à cet âge-là, heureusement que Charles Martel a arrêté les Arabes, autrement on aurait tous des origines arabes. Voilà. Donc ça a été hyper humiliant. Voilà, on s'attend à de la bienveillance de la part d'un adulte, et puis je me souviens, je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à mes parents. Je suis issue aussi d'une grande fratrie. Donc j'en veux absolument pas à mes parents de ne pas avoir quelque part protégé, hein, parce que c'était extrêmement violent. Et donc voilà, j'ai vraiment grandi avec cette conscience qu'on vivait dans une société inégalitaire et que je serais amenée, comme beaucoup d'autres, à devoir donner la preuve de ma francité, à faire 2 fois plus que les autres. Donc voilà, j'ai l'impression un petit peu qu'on m'a volé cette innocence. Ouais, je l'ai très vite perdue. Donc voilà, révoltée à cause de ces expériences-là. Et à la fois, je vais citer Malika Mansouri, qui est une psychologue, psychanalyste que j'aime beaucoup, et qui dit que la rage n'est que l'expression d'un narcissisme blessé. Donc j'avais cette rage-là, parce que j'ai été vraiment blessée, hein, justement, dans mon ego. Hein, on m'a renvoyé une image très dévalorisante de moi-même, mais j'ai transformé ça en une force motrice, ce qui m'a permis de faire des études de droit. C'est pas un hasard, hein. Le but c'était de défendre la veuve et l'orphelin et de lutter contre les injustices dont j'avais été moi-même victime, moi et ceux qui appartiennent, on va dire, à la communauté dont je suis issue. Donc voilà, finalement ces expériences douloureuses nous amènent à choisir un chemin bien précis. Je crois au destin forcément. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je crée mon média, et ça a un lien aussi, une fois de plus, avec D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Pourquoi vous décidez de changer de carrière, puisque vous êtes juriste, hein, et vous créez le média Speak Up? Alors, parce qu'il y avait autre chose qui m'avait vraiment révoltée quand j'étais aussi très jeune, c'est cette invisibilisation totale des groupes dits minoritaires, on les appelle comme ça en fait aujourd'hui. Donc j'allume ma télé, je ne vois pas d'arabes et de noirs dans les séries télévisées, et je me souviens, je me faisais cette réflexion, je me disais mince, même dans les publicités on ne nous voit pas, alors que la pub, en principe, voilà, le consommateur est censé pouvoir s'identifier au produit. Et donc ça a été une véritable souffrance. Et puis une société qui dit tu n'existes pas, elle te dit aussi on ne t'aime pas. Et donc ça touche à l'estime de soi, hein, cette question de la reconnaissance, mais dans le sens de la représentation au sein de l'espace public en général. Et voilà, j'ai fait donc du droit, j'étais juriste plutôt en droit des affaires, j'ai touché aussi un peu à la science politique, aux relations internationales, et je me suis dit, toujours dans cette quête de sens, ok, très bien, tu fais ça, en même temps, est-ce que ça sert véritablement les intérêts de groupes qui sont discriminés notamment?
la réponse était non. Comment faire justement pour essayer de... Alors j'aime pas cette expression, mais elle est très parlante, construire des ponts, parce que finalement, on se rend compte que c'est l'ignorance qui génère toutes ces peurs, toutes ces tensions et toutes ces frustrations. On parle beaucoup de nous. Alors là, pour le coup, j'ai parlé de nous en France, en tout cas dans l'Hexagone, on parle beaucoup des musulmans, alors qu'on ne nous voit pas trop, on ne nous donne pas la parole. Et donc cette parole, je suis allée la prendre en créant cet espace de dialogue favorisant l'interconnaissance. D'accord. Et à quel moment vous décidez d'accepter d'intervenir dans les médias sur des sujets tels que la laïcité ou les libertés fondamentales? Alors, il faut savoir que donc, je crée Speak Up Channel qui diffuse le premier programme, le Nadia Ladzuni Show, qui est un talk show qui parle de questions de société. Et je les approche vraiment sous un angle inclusif, bienveillant et contemporain. Et je ne parle pas de questions identitaires dans ce programme, je parle vraiment de questions qui intéressent tout le monde de manière complètement indifférenciée. Et le but justement c'était de favoriser cette rencontre. Et j'avais aussi envie de sortir de ces ghettos intellectuels, parce que ça va bien à tout le monde, hein, le fait que les Noirs parlent de négrophobie, que les musulmans parlent d'islamophobie, etc. Et donc il y avait cette volonté de dépasser ces questions qui nous enferment. Et à la fois, je ne pouvais pas non plus totalement ignorer les débats publics. Enfin, je veux dire, les débats publics aujourd'hui tournent autour de l'islam, des musulmans, du hijab, des femmes qui seraient oppressées. Et donc j'avais envie d'apporter de la nuance dans ce débat, redonner aussi de la visibilité à ces femmes que l'on cache sous un voile, pour le coup, alors qu'on a le visage, voilà, hein, on voit parfaitement notre visage. Et donc, il y avait cette volonté de réhumaniser aussi la femme qui porte le foulard. Et je pense que ma seule présence sur ces plateaux télé suffisait à déconstruire tout un tas de préjugés. Et c'était aussi, quelque part, et là ça rejoint un peu Speak Up Channel, un média qui vise aussi à contribuer à une meilleure représentation et aussi à déconstruire les préjugés et à changer les discours et les narratives autour de ces minorités. Donc, voilà pourquoi à ce moment je me suis dit ok, on va y aller, on va aller les rencontrer, et puis on va surtout parler de concepts. J'ai vraiment mobilisé le droit typiquement et toutes mes connaissances et mes compétences en droit. Je suis absolument pas allée sur le terrain identitaire. On n'arrête pas de nous dire en France que l'on vit dans une république et que la boussole de république c'est le droit. Et ben ça tombe bien, parlons de droit, parlons de laïcité, ce concept qui est complètement galvaudé et instrumentalisé par un courant, on va dire, plutôt d'extrême droite. Et donc voilà, il fallait juste faire ce travail de définition, hein, donc voilà, c'était et expliquer que finalement ce foulard, comme la kippa ou comme une croix, ne sont que l'expression visible d'une liberté fondamentale qui est garantie par les textes que l'on a votés. Donc voilà, j'appelais un petit peu à la cohérence et à la paix, parce qu'on a besoin de paix, je crois. D'ailleurs, sur votre média Speak Up, vous avez interviewé Kerry James, et puis ensuite vous avez accepté de jouer dans Banlieusards. Pourquoi vous acceptez? Alors, effectivement, j'avais reçu Kerry James, on a parlé d'art oratoire au service de la banlieue, j'avais fait ce constat, et je ne suis pas la seule, que beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires s'orientaient vers des filières juridiques, sciences politiques, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et donc on a eu plutôt un bon feeling avec Kerry, qui m'a demandé ensuite d'animer une de ses émissions politiques lors des dernières élections présidentielles. Donc j'avais reçu Philippe Poutou, comme quoi c'est important de parler, hein, lui qui avait un avis assez tranché et réducteur, hein, sur le foulard. Il s'est rendu compte qu'il ne le voyait même plus lors de l'interview. Et je faisais du théâtre, j'ai fait longtemps du théâtre, j'aime beaucoup ça. On va dire que je suis plutôt comédienne amatrice. Kerry le savait, et voilà, quand il a commencé à tourner, enfin en tout cas programmer les tournages de ce film, il m'a dit passe les castings, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le film de Kerry. Donc ça correspondait complètement à mes envies et mes passions. C'est quoi votre recette pour vous faire accepter en tant que femme française, journaliste, avec des tenues qui dévoilent votre religion? Alors la recette, je pense que je ne me pose pas tellement de questions. En fait, je ne demande pas la permission pour exister.
Je viens telle que je suis. Moi, je ne me pose pas la question de ce foulard. Je ne me dis pas qu'il dérange. Je me dis plutôt qu'il m'apaise. Donc, on devrait être content quand même qu'une personne puisse trouver à travers le foulard ou autre chose une forme d'épanouissement personnel. Alors après, qu'on ne le comprenne pas, je l'entends. Mais il faut aussi entendre dans l'autre sens qu'il y a à travers ce foulard, voilà, c'est ce que je dis souvent, il n'est que l'aboutissement finalement d'un cheminement spirituel. Donc ça va, je sais réfléchir, j'ai mis du temps avant de le porter, donc c'est vraiment un choix mûrement réfléchi. Et donc je pense que c'est, oui, voilà, le fait d'être là et de ne pas chercher à se justifier. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui portent le foulard parce qu'elles savent qu'elles sont aussi discriminées, que c'est compliqué de trouver un travail, qu'aujourd'hui on veut même interdire aux mères accompagnatrices qui portent le foulard de participer aux sorties scolaires, etc. Donc il y a peut-être cette tendance un peu de se coller au mur. Et non, enfin moi je suis française, je suis née ici et je ne crois pas que c'est étrange de dire qu'on peut être français et exprimer une pluralité d'identité. Donc le fait de la recette, je pense que c'est d'assumer, d'être parfaitement aligné et de créer finalement son propre travail aussi à un moment donné. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est quand même plutôt fermé pour les femmes qui choisissent de porter le foulard. Donc j'ai quand même dû créer mon média, voilà, quelque part, donner la démonstration de ce que j'étais capable de faire et de proposer. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je collabore avec Kerry James, et puis je me retrouve aujourd'hui aux médias, donc le média qui est un média plutôt d'extrême gauche, où j'anime une matinale qui est politique. Donc pour moi, il y a... voilà, je pense que je suis presque arrivée au bout de ce que je voulais, c'est-à-dire que ce foulard, on ne le voit plus, il n'est pas un critère de comment on appelle ça, de sélection dans une candidature. En principe, il ne devrait pas l'être, sinon c'est illégal, c'est une discrimination, mais on sait comment ça se passe au moment des recrutements. Ouais, voilà. Donc, Aujourd'hui, Nadia, vous avez reçu des menaces de mort. Comment vivez-vous au quotidien avec ça ? Alors oui, je vais expliquer dans quel contexte je les ai reçus. En avril dernier, je repartage un extrait d'un débat, c'était sur LCI. Donc en fait, tous les ans, c'est toujours pareil, il y a cette proposition de loi ou d'amendement d'interdire le port du foulard aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires. Donc j'avais été invitée à en débattre. Position toujours juridique, d'un point de vue légal, ça serait interdit de le faire, au regard de la laïcité, des libertés fondamentales, et d'un point de vue de la morale, si on doit parler un peu de morale, exclure une mère, enfin en tout cas séparer une mère de son enfant, c'est d'une violence inouïe pour l'enfant qui perçoit sa mère comme quelqu'un peut-être de marginal et de diabolisé. Donc voilà le discours qui était le mien, et je le repartage 2 ans après parce que toujours la même chose, même débat, mérite les mêmes réponses. Et cette vidéo il y a eu un regain d'intérêt énorme pour cette vidéo, elle a buzzé comme on dit. Et je pense que ça a dérangé un certain groupuscule, je pense, d'extrême droite, qui m'a adressé donc, des menaces de mort à mon domicile. Alors, c'est des menaces qui étaient dirigées contre moi, mais contre les, je cite, 3 millions de musulmans que cette personne considère qu'il est possible d'exterminer aujourd'hui en France. Et je ne l'avais pas dit, là je le dis ici, c'est que j'ai reçu aussi un deuxième courrier au mois de mai, des injures publiques à caractère racial. Ça faisait quand même un petit peu beaucoup, donc il a fallu quitter son logement vraiment dans la précipitation. Le ministère de l'Intérieur considère qu'il y a une absence de caractère sérieux à ces menaces. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas protégée ? Non, refus. J'ai pas cette protection rapprochée, donc je me protège moi-même. J'ai interpellé quand même, certains politiques quand même, et c'est là que je vois qu'il y a quand même les lignes commencent un peu à bouger, même si je sais que ce foulard dérange. J'ai été menacée parce que je porte le foulard, mais j'ai été menacée dans mes fonctions de journaliste, puisque j'étais en débat. Et donc il y a quand même, les syndicats des journalistes m'ont énormément soutenu, donc c'est important de le rappeler. Le bureau national du Parti socialiste, du Parti communiste ont aussi condamné déjà ce climat clairement islamophobe qui a conduit ces personnes à se sentir, à m'adresser des menaces de manière complètement détendue.
le cas de le dire. Donc là, toujours dans cette instabilité aujourd'hui, parce qu'on sait aussi que c'est très compliqué de se reloger à Paris, je suis aux médias, c'est surtout des piges, etc. Donc il y a cette précarité autour de ce métier de journaliste qui fait que c'est compliqué de pouvoir se reloger par ses propres moyens. Mais je ne désespère pas, je continue mon travail. On a lancé cette matinale aux médias qui fonctionne plutôt bien. Les gens sont très heureux, les gens ont besoin de bienveillance. Et ça s'est ressenti dans les commentaires. Ah, ça nous change de ces débats télévisés qui ont une approche complètement binaire, excluante, marginalisante, etc. C'est un peu un bol d'air frais. Je pense que les Françaises et les Français ont besoin, surtout à la sortie, on est encore dans cette crise du Covid, ils ont besoin de bienveillance. C'est ce qu'on doit leur offrir. Quel est votre regard sur ce que vivent aujourd'hui les Afghanes? Alors, moi j'ai un regard sur les Afghanes et les Afghans. On les oublie aussi, les hommes. Ils vivent de manière... ils sont en danger de mort, en fait, clairement. Même aujourd'hui, il y a des journalistes, des confrères afghans qui nous écrivent et qui nous demandent d'alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions. Donc moi, la condition des femmes et des hommes afghans m'émeut de la même façon. Bien évidemment que... ce dont je souffre surtout, c'est d'être impuissante dans... Je ne sais pas comment aider ces femmes-là et ces hommes-là qui vivent sous un régime d'intégristes qui ont une lecture, et je tiens à le dire, une lecture qui leur appartient, extrêmement marginale de l'islam et du Coran. Et je veux dire, on est peut-être à peu près 6 millions de musulmans en France, et je pense qu'on pratique notre religion de manière plutôt apaisée, absolument pas dans la revendication, on ne cherche pas à imposer notre religion à qui que ce soit. Donc oui, en fait c'est révoltant à 2 niveaux. Voir ces femmes souffrir, mourir, menacées en tout cas dans leur existence et dans leur intégrité à cause d'un régime qui, elle est là la deuxième souffrance, qui instrumentalise complètement le message de l'islam qui est pour moi pacifique et source d'épanouissement. Donc il y a cette double frustration enfin, voilà, moi ce qui me fait halluciner, c'est d'entendre tous ces politiques qui s'insurgent contre la condition des femmes afghanes, et à raison, c'est terrible ce qu'elles vivent, et les Afghans aussi, mais qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir? Moi, je veux bien qu'on s'indigne, très bien, première étape de l'indignation, et ensuite l'action, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On voit très bien comment les Afghans sont traités dans les camps en périphérie de Paris. Donc voilà, moi cette recherche de la congruence, elle m'habite depuis que je suis petite. Donc allons jusqu'au bout des discours et venons en aide véritablement à nos sœurs afghanes et nos frères afghans. Merci Nadia. Merci Keiza, merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir suivi L'Écrin politique. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. À très vite.